tout de suite, sans plus attendre, on va parler des anti-inflammatoires de la place des anti-inflammatoires avec Hélène Belleuil. Hélène, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui donc des AINS. Sont-ils les meilleurs analgésiques? Je n'ai pas de conflit d'intérêt pour ce topo. Alors, comme point de départ, je vous propose de repartir sur les recommandations de l'ASFAR qui datent de 2016. Et comme vous le savez, il y avait une recommandation forte sur l'utilisation des AINS en association avec la morphine. Les AINS, qu'ils soient sélectifs ou non. Et à l'époque, il y avait déjà beaucoup de preuves dans la littérature, plus de 38 études, dont 26 études randomisées contrôlées et 10 méta-analyses pour les AINS, et encore plus de littérature et de preuves pour les inhibiteurs sélectifs de COX-2. Alors, que s'est-il passé depuis 2016 dans la littérature? Eh bien, il y a un certain nombre d'études qui sont sorties, de grosses études notamment sur le sujet. La première que je vous présente, c'est cette méta-analyse en réseau de Valeria Martinez. Alors, une méta-analyse en réseau, ça vous permet, je vous rappelle, de comparer des médicaments qui n'avaient pas forcément été comparés en direct dans des études. Et donc ici, si on regarde les résultats en termes d'épargne morphinique, eh bien, les médicaments les plus intéressants lorsqu'ils sont utilisés seuls, c'est les COX-2 inhibiteurs ou les AINS. C'est ceux qui permettent la meilleure épargne morphinique. Et en association, eh bien, c'est l'association acétaminophène, c'est-à-dire paracétamol, et AINS. Donc, dès qu'on a un AINS, c'est là qu'on a la plus intéressante épargne morphinique. Autre étude, celle-ci américaine, qui avait repris donc plus de 500 000 PTH et 1 million de PTG entre 2006 et 2016. 86% de leurs patients avaient une analgésie multimodale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont vu que les patients qui avaient plus de 2 modalités autres que les opiacés seuls, donc ce qu'ils appelaient des modalités, c'est des médicaments antalgiques non morphiniques ou alors de l'ALR. Dès qu'il y avait donc plus de 2 autres techniques que les opiacés seuls, eh bien, on avait un bénéfice très intéressant sur les PTH avec réduction des complications respiratoires de 19%, complications digestives 26%, diminution de la consommation de morphine de 18% et de la durée de séjour. Et parmi ces modalités, la modalité qui permettait la meilleure efficacité, c'était les AINS. Donc cette étude est intéressante parce qu'elle ne montre pas simplement un chiffre de consommation de morphine réduite, mais un impact direct pour le patient, c'est-à-dire des diminutions de complications. Autre étude, l'étude Octopus, qui était sortie en 2019, c'est une étude dans laquelle on s'est intéressé justement à tenter de faire les comparaisons qui n'avaient jamais eu lieu, donc c'est toute chirurgie confondue. On avait donc 8 groupes. Tous les patients recevaient de la morphine en post-opératoire et ils recevaient soit dans le groupe contrôle, donc que de la morphine, soit en association du paracétamol ou alors que du néfopam, que du kétoprophène, ou toutes les associations possibles entre paracétamol, néfopam, paracétamol, kétoprophène, néfopam, kétoprophène, et puis les trois, paracétamol, néfopam, kétoprophène. Et donc, ce qu'on a pu montrer dans cette étude, même si on n'a pas pu aller au terme de cette étude, nous n'avons inclus que 237 patients parce que les pratiques évoluant tellement rapidement et il semblait plus éthique aux investigateurs que des patients risquent de se retrouver dans le groupe contrôle, qui est un groupe où les patients n'avaient que des morphiniques en post-opératoire. Donc, nous avons interrompu l'étude parce qu'il paraissait difficile de continuer à inclure. Donc, sur ces 237 patients, eh bien, on a pu montrer que vous voyez à 24 et à 48 heures, les consommations de morphine elles étaient réduites dans les groupes dès qu'il y avait des associations et très certainement dans le groupe qui avait l'association des 3 médicaments, ceci par rapport au groupe contrôle. Alors, qu'en était-il? Donc, l'association la plus intéressante, c'est l'association des 3, paracétamol, néfopam, kétoprophène. Qu'en était-il? Est-ce que cette réduction de consommation de morphine permettait un effet clinique direct, c'est-à-dire une réduction des effets secondaires? Eh bien, comme vous l'imaginez, 237 patients, ça n'est pas suffisant pour répondre à cette question et donc nous n'avons pas pu répondre à cette question. Autre étude, le PANSED Randomized Clinical Trial, qui était sorti en 2019 dans le JAMA, qui est une étude qui porte là sur plus de patients, 556 patients, c'est une étude randomisée contrôlée, et qui en post-PTH avait administré donc 4 protocoles différents, soit paracétamol plus ibuprofène, paracétamol placebo, ibuprofène plus placebo, ou alors paracétamol plus ibuprofène demi-dose.
Et ce que l'on voit, c'est que la consommation de morphine, ben, la plus importante, elle est dans le groupe paracétamol seul, c'est clair. Et si on regarde là où on a donc la réduction de consommation de morphine la plus importante, donc c'est cette ligne-ci, c'est une façon de le lire à l'envers. Si vous prenez le groupe paracétamol plus ibuprofène comme référence, vous voyez qu'on a une réduction de morphine très importante si par rapport au paracétamol. Donc on gagne 16 mg si on ajoute de l'ibuprofène à du paracétamol seul. Donc cette étude pour dire que l'ibuprofène fait bien mieux que le paracétamol si on n'administre qu'un médicament, mais qu'encore une fois, l'association la plus intéressante, c'est paracétamol plus ibuprofène à pleine dose, pas forcément à dose faible, et c'est là qu'on a la consommation de morphine la plus faible après chirurgie de prothèse de hanche. Autre étude, là c'est une revue systématique et je vous la présente parce qu'il s'agit de l'amygdalectomie. C'est une revue systématique du groupe Prospect qui reprend donc toute la littérature sur une dizaine d'années précédentes, donc 2020, et qui, grâce à cette revue de littérature, élabore des recommandations. Et vous voyez que, y compris pour l'amygdalectomie, eh bien, les AINS ont une recommandation de grade A, en préopératoire, en péropératoire et en post-opératoire sur la prise en charge analgésique de l'amygdalectomie. Ceci associé avec d'autres médicaments, donc ce n'est pas forcément le sujet ici, les opiacés restant le médicament simplement de secours. Et ceci est confirmé aussi par la littérature chirurgicale, puisqu'ici c'est une étude des ORL qui date de 2020, et ils ont repris donc les guidelines, des revues systématiques, des études randomisées contrôlées, des études observationnelles, et ils en ont fait une synthèse pour montrer que finalement le pouvoir analgésique, ici c'est l'efficacité analgésique des médicaments, ben, l'efficacité analgésique d'une association ibuprofène-acétaminophène que vous voyez ici, eh bien, est beaucoup plus importante que de l'oxycodone seul ou que de l'oxycodone avec du paracétamol en chirurgie ORL. Donc très clairement, l'association AINS-acétaminophène est à privilégier, même elle est plus efficace qu'un morphinique seul, c'est-à-dire que l'oxycodone seul. Et qu'en termes de risque, parce que vous allez me dire, j'ai toujours pas parlé des risques, et effectivement, en termes de risque, eh bien, on est aussi assez sécurisé si on regarde cette revue chirurgicale. Si on regarde ici les risques, donc c'est le number needed to harm, c'est le nombre de patients qu'il faut traiter pour en avoir un qui a un effet secondaire, un risque. Donc, pour ce qui est du mésusage et pour ce qui est du saignement, bah pour ce qui est du mésusage, bien évidemment, il n'y a aucun risque de mésusage avec l'acétamine, le paracétamol ou les AINS. Par contre, il y a un risque avec l'oxycodone. Et si on regarde le risque de saignement, eh bien, il n'y a aucun risque avec les inhibiteurs sélectifs de COX-2, célécoxib ou le paracétamol. Et le risque avec l'ibuprofène, il est très faible puisqu'il faut avoir traité 100 à plus de 1000 personnes pour avoir peut-être un risque. Alors que par contre, en termes de bénéfices, eh bien, vous voyez les patients qui sont avec 50% de réduction de douleur, là où il y en a le plus, c'est les patients qui reçoivent de l'ibuprofène ou ceux qui reçoivent une association. Là, on a 63% des patients qui ont une réduction de leur douleur quand ils ont paracétamol et ibuprofène. Et ceci se traduit dans le number needed to treat, c'est le nombre de patients qu'il faut traiter pour réduire la douleur de 50%. Donc ici, plus le chiffre est bas, plus c'est intéressant. Et vous voyez que le chiffre il est très très bas, à nouveau dans l'association paracétamol-ibuprofène. Il suffit d'avoir traité 1,6 patients pour déjà avoir un bénéfice. Donc, y compris en termes de safety, eh bien, dès qu'on a un AINS en chirurgie ORL, on n'a pas de risque surajouté. Par contre, on a un bénéfice très important, meilleur qu'avec un morphinique, en l'occurrence l'oxycodone. Pour ce qui est du risque cardiovasculaire, parce qu'on en a beaucoup parlé, et je vous rappelle la recommandation de 2016 qui disait qu'il n'est pas recommandé d'utiliser les inhibiteurs sélectifs de COX-2 dans des situations d'hypoperfusion rénale ou chez des patients qui ont des antécédents athérothrombotiques artériels au sens large, c'est-à-dire AOMI, infarctus, AVC. Et pour ce qui est des AINS non sélectifs, donc des AINS dits traditionnels, ne sont pas recommandés chez des patients aussi qui ont des antécédents athérothrombotiques au-delà de 7 jours de traitement, puisqu'il n'y a pas de littérature dans le périopératoire. Alors, cette recommandation est toujours valable. Ce dont on pourrait parler, peut-être, c'est une question qui est souvent posée, c'est quel est le risque quand on associe un AINS avec de l'aspirine, chez un patient qui prend de l'aspirine et on lui a maintenu en périopératoire parce que probablement il y a une bonne raison de maintenir l'aspirine. Donc si vous regardez ici l'agrégation plaquettaire,
Eh bien, quand vous prenez en blanc, donc les barres blanches, c'est les patients qui ont reçu de l'aspirine avant d'avoir de l'ibuprofène. Et vous voyez qu'on a un risque de perdre l'agrégation plaquettaire, donc on perd le bénéfice de l'aspirine. Et ce n'est pas vrai pour tous les INS, puisque vous voyez qu'avec le diclofenac, on n'a pas cet effet. Donc, l'administration concomitante d'ibuprofène et d'aspirine, elle antagonise, en tout cas in vitro, l'inhibition irréversible des plaquettes. Ce n'est pas le cas avec le paracétamol, évidemment, ni avec le diclofenac ou le rofecoxib. Ceci étant, on n'a pas d'études dans le périopératoire et sur des administrations courtes d'INS comme nous le faisons. Donc, c'est vrai que pour le moment, il est plutôt recommandé chez un patient qui a de l'aspirine d'administrer, si on veut administrer des INS, un inhibiteur sélectif de COX-2, mais toujours sur une période courte. Autre risque qui avait été évoqué avec les INS, le risque de lâchage anastomotique en cours de la chirurgie digestive. Plusieurs études sont sorties depuis 2016 et la meilleure, c'est celle que je vous présente, c'est la plus récente. C'est la méta-analyse la mieux faite sur le plan méthodologique qui reprend 9 études et plus de 10 000 patients et qui clairement ne montre pas de différence dans le risque de lâchage anastomotique, de fuite après chirurgie digestive chez des patients qui ont reçu des INS dans le périopératoire. Et c'est vrai, y compris pour la chirurgie œsophagienne. Je vous montre cette étude, même si elle est rétrospective, parce qu'il y a quand même plus de 1000 patients. Donc, 1000 patients en chirurgie œsophagienne, c'est quand même déjà pas mal. Et si on regarde, vous voyez, ils ont, entre 2006 et 2018, augmenté de façon importante leur utilisation d'INS, mais leur taux de lâchage anastomotique n'a pas augmenté, voire il s'est réduit pour d'autres raisons expliquées dans l'étude, mais en tout cas, il n'y a clairement pas une augmentation du risque de fuite anastomotique, alors qu'ils ont nettement augmenté leur utilisation des INS. Autre risque avec les INS qui est souvent mis en avant, c'est le risque d'insuffisance rénale aiguë. Donc ici, c'est une grosse étude qui avait été publiée auparavant sur le risque anastomotique et ils ont repris leurs patients. Donc c'est des analyses secondaires d'une étude prospective. En 2015 sur 173 hôpitaux et ils ont regardé donc le risque d'insuffisance rénale aiguë à J7. Vous voyez que 20% des patients avaient reçu des INS entre J0 et J3, qu'on avait 11% de patients qui avaient une insuffisance rénale aiguë dans le groupe INS et 15% dans le groupe contrôle. Pour le risque de fuite anastomotique, c'était 5% dans le groupe INS, 6% dans le groupe contrôle. Et donc, on n'avait pas de lien entre INS et AKI, c'est-à-dire Acute Kidney Injury. Donc, pas de lien entre les INS et le risque d'insuffisance rénale aiguë dans cette étude qui est quand même importante sur le nombre de patients. Donc, chez un patient qui n'est pas insuffisant rénal antérieurement à la chirurgie, il n'y a pas de risque d'insuffisance rénale sur une prise d'INS, encore une fois, sur une courte durée. Autre risque, j'anticipe parce que je sais que vous me poserez forcément la question, c'est le risque septique. Donc là, c'est une étude que je vous date de 2016 qui a comparé, donc c'est une étude cas contrôle, 120 abcès périamygdaliens comparé à 143 contrôles. Et ils ont regardé quels étaient les facteurs de risque pour faire cet abcès périamygdalien. Alors, ils ont retrouvé comme facteur de risque le sexe masculin, le fait de fumer, très clairement, et puis le fait d'avoir pris une automédication aux INS ou aux corticoïdes. Donc, en fait, c'était pas, vous voyez, la prescription médicale ne ressortait pas. Par contre, ce qui était un risque, c'est l'automédication avec des INS. Je prends des INS à la maison parce que j'ai un peu mal à la gorge sans avoir vu un médecin. Ça peut être un risque d'un abcès périamygdalien. Voilà, donc il y a, c'est pas une nouveauté, un risque septique qui peut être aggravé quand on prend des INS, et donc il faut bien en reconnaître le contexte, notamment de l'abcès périamygdalien. Mais ce n'est pas la situation dans laquelle on est quand on est en périopératoire d'une chirurgie orthopédique ou d'une chirurgie digestive. Je voulais terminer en vous parlant du Covid-19, parce que c'est un truc dont on ne parle pas souvent en ce moment, je trouve. Donc, parce que vous vous souvenez, au moment de la première vague de Covid-19, il y a un an, eh bien, il y avait une grosse alerte, sans qu'il y ait vraiment de données pour l'affirmer. Ne faites pas d'INS chez les patients qui ont un Covid, ça pourra aggraver les choses. Donc, en fait, ça ne s'était pas basé sur grand-chose. Et depuis, là, on a une étude qui a regardé en prospective 503 patients, dont la moitié à peu près sous INS, et qui clairement ne montrait pas qu'il y avait d'effet sur la morbidité ou sur la mortalité, ni sur la sévérité du Covid, ni sur le risque de mortalité, ou ni sur le risque d'oxygénothérapie chez ceux qui avaient pris les INS. Donc, il n'y a pas
de risque plus élevé de donner des INS ou chez des patients qui étaient sous INS et qui ont contracté la Covid-19. Alors, pour conclure, je vais revenir sur les recommandations de 2016 qui clairement restent les recommandations sur lesquelles il faut se baser. Il est très fortement recommandé d'utiliser un INS quel qu'il soit, en l'absence de contre-indication, bien évidemment, dès qu'on utilise de la morphine. Les contre-indications, il faut les respecter. C'est l'insuffisance rénale, c'est incontournable. Il faut calculer les clérances de la créatinine, notamment chez les patients âgés. C'est le risque cardiovasculaire pour les COX-2 et le diclofénac. Privilégier la prise de COX-2 si on a une prise d'aspirine concomitante. Le risque hémorragique, il existe que si vous avez un patient qui est anticoagulé de façon efficace, ce qui est quand même pas tous les jours dans le périopératoire. Et enfin, rester absolument sur des durées courtes, c'est-à-dire 48 heures. Tout ce qui est dit là est valable pour 48 heures et pas plus, sinon on tombe dans la littérature médicale avec d'autres effets secondaires, d'autres contre-indications. Voilà, je pense avoir respecté mon temps. Je vous laisse là avec la suite et puis je serai disponible pour les questions en vous remerciant. Bonjour à tous. Bon, merci beaucoup. Merci Hélène pour ce topo avec des messages très très clairs. Alors je te dis tout de suite, il y a plein de questions qui arrivent là. Donc il va vraiment falloir qu'on prenne un petit peu de temps et puis je vais faire patienter ceux qui ont posé des questions jusqu'à la fin. Comme ça, ils vont entendre, ils vont avoir la chance d'entendre les autres topos.